une des particularités du réseau Sigfox, c'est d'avoir la rétrocompatibilité à vie concernant les devices. Donc il n'y a pas non plus d'obsolescence programmée chez nous. Le produit, une fois chez le client, on le maintient. Jusqu'alors, on a maintenu tous nos produits. Mais on essaie d'avoir cette espèce de petit roulement où de temps en temps, on fiche un peu la paix, si j'ai envie de dire, aux gens, de manière à ce qu'ils soient créatifs. Beaucoup de petits pas qui mènent à une grande histoire. Bonjour à tous, je suis Jérémy Clévy, DG de TechRox. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 de nos podcasts. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'IoT, l'Internet des objets, avec nos deux invités que j'accueille avec grand plaisir, Nathalie Lamy et Christophe Fourtet. Bonjour tous les deux. Bonjour Jérémy, bonjour Christophe. Bonjour. Alors, qui êtes-vous ? On va commencer par des présentations et tiens, c'est Nathalie qui commence. Donc Nathalie Lamy, je suis VP Engineering chez Netatmo qui fait partie du groupe Legrand. Notre terrain de jeu, c'est la maison connectée et je pilote une équipe de 140 personnes dans les métiers hardware et logiciels et c'est absolument passionnant. Et Christophe ? Christophe Fourtet, je suis un des cofondateurs de Sigfox. Actuellement, je suis CSO de Sigfox, Chief Stratégie, Science Officer, comme vous voulez, peu importe. Évidemment, plutôt le cofondateur technique, on va dire, de la société. Et voilà, Sigfox, société environ 300 personnes actuellement, dans l'IoT, bien entendu. Merci beaucoup, bienvenue donc. Et puis je précise évidemment que les points de vue que vous allez développer sont les vôtres, pas nécessairement ceux de vos sociétés respectives. Alors évidemment, le thème que je voulais aborder avec vous en premier, c'était l'IoT, parce que vous êtes en plein dedans. Nathalie, toi, tu fabriques des objets intelligents connectés et qui ont une durée de vie longue chez le client. Et Christophe, donc tu as créé, comme tu nous le disais, un des réseaux qui permettent aux objets de se connecter entre eux ou de se connecter avec des serveurs distants. Nous, dans les gens qu'on accueille dans le podcast, on a beaucoup de gens qui font plutôt du web et qui sont relativement loin de vos technologies. Est-ce que déjà on pourrait commencer par essayer de qualifier ces technos, les vôtres? Est-ce que vous pouvez nous dire d'un point de vue du développement ce qui est spécifique à l'IoT par rapport aux autres technos? Donc je commence. Effectivement, nous développons des objets, donc ça veut dire du hardware, de l'électronique, de la méca. Il y a toute une partie aussi industrialisation pour piloter la production dans les usines, nos sous-traitants. Donc c'est vrai que ça implique des cycles de développement sûrement très différents du logiciel pur. Et ensuite, c'est par rapport à des boîtes qui feraient du hardware quand même, le fait que ce soit des objets connectés, peut-être que la spécificité, c'est que déjà on a cette connexion, on peut remonter des données, mais on peut aussi mettre à jour les produits, en tout cas chez Netatmo, à distance, et donc ça en fait des produits évolutifs qui ne sont pas figés à un instant T et qui vont avoir des nouvelles fonctionnalités mises à jour plus tard dans la vie du produit. Et de ton côté, Christophe, quelle spécificité tu vois? Nous, en fait, la première spécificité, c'est un aspect un peu système, c'est-à-dire que on a créé un système de toutes pièces. Donc, il y a une notion architecture, en fait, architecture et système, sur laquelle on a travaillé, et il faut qu'on continue à travailler, puisque on est garant de la qualité de tout ça. Donc, évidemment, il faut que tout ça reste en ordre et éventuellement évolue. Donc, de fait, pour ce qui concerne en tout cas l'infrastructure, on a une activité hardware, logiciel embarqué, logiciel cloud. Il y a toutes ces composantes métiers qu'il faut marier à l'intérieur de l'entreprise et faire fonctionner en ordre, on va dire. C'est vraiment la spécificité de Sigfox, ça. Ouais, et du coup, est-ce que vous avez des méthodes de production qui mériteraient d'être connues par les autres tech leaders, donc qui nous écoutent et qui sont pas forcément dans votre industrie? Oui, alors il y en a une qui nous concerne et qui est assez paradoxale par rapport à notre offre d'ailleurs, puisque une des particularités du réseau Sigfox, c'est d'avoir la rétrocompatibilité à vie concernant les devices, les terminaux, les petits machins qui sont sous le réseau, où nous on est garant du fait que on va pouvoir servir ce device même s'il a été introduit il y a 20 ans et qu'il y a de nouvelles features qui ont été introduites. Par contre, du coup, dans notre réseau, il y a une politique de rétrofit
de l'infrastructure, qui est un mécanisme de rétrofit qui est très très rigoureux. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement précis, très rigoureux qu'on a en place et qui peut-être n'est pas, en tout cas à ce niveau de rigueur, partout. Vous avez à peu près la même chose chez Netatmo, Nathalie? Non, je pense que c'est un peu différent. Donc, la spécificité de production, c'est que chez Netatmo, c'est que les produits qu'on fabrique, chez les sous-traitants, la partie, hardware doit être hyper bien, qualifiée, donc ça je pense que c'est le cas aussi, chez Christophe. Hyper bien qualifié, parce que le produit une fois qu'il est chez le client, lui, on peut plus y toucher, la partie vraiment, physique. Donc il faut vraiment tester à 100 tous les produits sur, la ligne de production et ça bon, c'est sûr que c'est, heu, toutes les gens qui font du hardware, le font évidemment. Hem, mais et donc il y a pas non plus d'obsolescence programmée chez nous. Le produit, une fois chez le client, on le maintient, jusqu'alors on a maintenu tous nos produits en mettant à jour des fonctions, en corrigeant évidemment les anomalies, en mettant à jour la partie, sécurité. En revanche, alors je ne sais pas exactement ce que tu voulais dire Christophe par, rétrofit, mais on remplace pas, la partie physique, des produits chez les clients, sauf évidemment, en cas de dysfonctionnement, auquel cas, voilà, il renvoie son produit à notre support client et on lui renvoie un produit, le produit réparé ou un produit neuf si on ne peut pas le réparer. Mais il n'y a pas de, pour le moment, on n'a pas eu besoin, enfin, nous, on fait du comment dire? Du B2C, donc on vend des produits à des utilisateurs, finaux. Donc une fois le produit vendu, il est vendu une fois. Il y a pas d'abonnement, il y a pas d'obligation quelque part de de rétrofit. Enfin, peut-être que tu peux préciser ce que Oui, tu voulais dire alors par rétrofit? tout à fait. J'ai peut-être pas d'ailleurs, oui, j'ai certainement pas été assez précis. En rétrofit, en fait, le mot était pas tout à fait bon puisque je parlais essentiellement de rétrofit logiciel, donc de reprogrammation en fait des, euh, des nœuds du réseau, etc. Et des dispositions d'infrastructure. Même si il est vrai qu'on peut avoir à faire du rétrofit physique dans un réseau, plus tard on le fait, mieux on se porte, bien entendu. On a aussi, bien entendu, des méthodes pour aller remettre des nouveaux matériels sur des sites. Mais la spécificité la plus particulière qu'on a chez nous, c'est ce rétrofit logiciel des stations, où là, en fait, étant garant de la qualité du système, faut pas qu'on se trompe. Et en fait, il y a un effet de déploiement qu'on peut, je suppose, aussi avoir chez Netatmo, mais qui est plus focalisé sur un produit final, là où nous, il y a éventuellement une catastrophe fonctionnelle globale possible, et donc forcément, ça a une incidence sur la manière dont on le fait, parce qu'il faut surtout pas qu'on se trompe. Si on se trompe et qu'on met par terre le réseau, c'est une catastrophe. Oui, on a enfin, même si nos clients sont des utilisateurs, finaux, des particuliers, on a aussi, le fait, bah, que si, côté logiciel embarqué, on a découvert une anomalie, dans le logiciel, on doit déployer le nouveau firmware corrigé, sur tout le parc et c'est à la fois un avantage, enfin je pense que c'est ce que tu veux dire aussi Christophe, c'est à la fois c'est une force, c'est-à-dire Oui, qu'on peut, heu, corriger des choses, qu'on n'avait pas vues, en phase de développement et c'est en même temps un gros risque puisqu'on peut, bien sûr. tout casser, et donc les firmware qu'on met à jour à distance, il faut vraiment bien les tester avant le déploiement. Donc ça, voilà, bon, c'est vrai que côté back-end, hein, je veux dire et là tout le monde, et tous les gens qui nous écoutent, connaissent ça. Côté back-end, évidemment, faut pas faire n'importe quoi non plus. Je veux dire, c'est pas parce que, on peut le corriger, en live qu'il faut, casser le service pendant plusieurs, minutes ou plusieurs heures, pour autant. Donc il faut évidemment faire, appliquer la même rigueur, pour les tests côté back-end, mais c'est vrai que l'impact, n'est pas la même et à quelque part, je trouve que la culture hardware et logiciel embarqué où on a toujours à l'esprit qu'on pourrait, briquer des produits des clients et et du coup, être obligé du coup, de faire un échange physique de produits, parce qu'on n'arrive pas à les débloquer à distance. D'avoir ça en tête, ça permet d'être, peut-être plus rigoureux sur les autres parties, du logiciel. Mmh. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une culture du zéro bug obligatoire, sinon c'est la cata dans vos Oui. deux métiers. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui.
c'est évident, enfin, je pense que Nathalie pourra confirmer, hein, mais dans ces métiers, même si vous l'avez compris, ce qu'on fait chez Sigfox est différent de ce qui se fait chez Netatmo. Typiquement, à Netatmo, c'est des produits relativement sophistiqués en B2C. Là où nous, c'est une infrastructure, on va dire en B2B pour simplifier. Donc, il y a évidemment des spécificités, des différences, mais c'est certain que dès qu'on a des produits qui doivent donner un service régulier et sans bug, il faut être extrêmement rigoureux, bien entendu. Mais j'ai presque envie de dire, y a plein d'industries qui sont comme ça. On n'est pas les seuls. Hein. Oui, bien Ouais, sûr. bien sûr, bien sûr. Et en parlant de rien oublier, s'il y avait une question qui me trottait dans la tête en préparant ce podcast, c'est quoi vos grandes angoisses dans l'IoT? C'est le piratage massif de tes devices chez des millions de personnes, Nathalie, ou c'est la micro-panne de rien du tout qui en fait va clouer au sol tous les avions et les trains dans le monde entier parce qu'en fait ils dépendent du réseau Sigfox? C'est quoi vos angoisses? On a déjà parlé effectivement tout à l'heure de la panne généralisée qui aurait un gros impact puisque s'il faut rapatrier tout le matériel, soit parce que c'est une panne électronique, soit ou mécanique, soit du logiciel embarqué. Heu, mais en ce moment, enfin, c'est vraiment la sécurité qui m'empêche de de dormir, si je puis dire. C'est-à-dire que, bon, on a toujours été très à cheval là-dessus. On Il y a quelques années, je sais plus si c'était il y a 2 ou 3 ans, on a vraiment mis l'accent encore plus là-dessus en recrutant une équipe dédiée sur la sécurité pour, hem, être vraiment spécialisé, dans les enfin voilà, chercher, des outils qui permettent de détecter des vulnérabilités, aider les développeurs et les développeuses à durcir leur code, à détecter, les vulnérabilités en amont, assurer une veille, permanente et ça nous a permis de vraiment monter en compétence. C'est-à-dire qu'avant, on croyait qu'on était bon, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait en être encore meilleur là-dessus et c'est vraiment, oui, enfin, on sait que c'est une des les objets connectés, par définition, sont plus susceptibles d'être, piratés que des objets non connectés, c'est certain. Nous, c'est évidemment la sécurité aussi, hein, bien sûr. Je pense que c'est un sujet qui est partagé par tous les acteurs de l'IoT, hein, de toute façon. Alors, nous, avec une particularité qui est que euh, on, on a des objets, en fait, nous, on est l'IoT des objets très simples, voire même simplissimes, qui fait que ça nous aide à ce niveau, en tout cas, la partie R interface, entre guillemets, la partie sécurité interface est assez simple à gérer de manière extrêmement robuste parce que c'est simple. Il y a toujours l'attaque physique sur le produit, bien entendu, mais ça, j'ai envie de dire, ça regarde le client. À nous de lui donner les bons conseils, bien entendu. Mais après, nous, on a la partie réseau qui doit être évidemment protégée. Il ne faut pas pouvoir s'introduire dessus, etc. Je pense que la bonne pratique, je suis certain que Netatmo le fait, enfin tous les gens sérieux du domaine le font, c'est d'avoir des audits, hein, et d'avoir des audits, d'essayer de se confronter à la menace et régulièrement, en fait, il n'y a pas de répit, hein, régulièrement il faut regarder et éventuellement corriger. L'audit, il est fait par des tiers ou il est fait par vos équipes, ou les deux d'ailleurs? Genre, vous avez des hackers spécialisés dans votre équipe qui essayent de breaker vos devices ou vos réseaux? Il y a les deux, hein. Il y a les deux. On a fait, nous, des essais. Alors, il y a la sécurité, mais il y a aussi des mécanismes, il y a aussi des potentiels mécanismes auxquels on n'a pas pensé dans la chaîne complète. Euh, C'est-à-dire, par exemple, tel type de requête qui arrive massivement sur le cloud et qui fait que le cloud n'a pas été prévu pour gérer exactement ça. Donc ça, on le teste souvent, on le teste en interne, évidemment. En fait, on a des systèmes de test, hein, et donc on a des gens qui sont spécialisés là-dedans en interne. Mais de toute façon, le tiers est obligatoire. Il faut obligatoirement avoir des tiers, c'est important. Bah, tu fais pareil chez Netatmo, Nathalie? Ouais, tout à fait. Bah, donc l'équipe dédiée, elle fait effectivement des audits internes et elle peut déjà faire un premier filtre, on va dire et ensuite on fait des audits externes pour tous nos produits. Donc qui permet enfin, voilà, qui sont encore plus spécialisés et qui, ont l'habitude qui voient d'autres produits que les nôtres, donc ça permet d'avoir aussi un autre, regard et voilà et donc ça permet de détecter des vulnérabilités avant que le produit, soit mis sur le marché donc
Et alors, tous les deux, je comprends que la cybersécurité, c'est un truc très très important, mais je pense que l'innovation aussi, c'est quelque chose d'assez important. Vous êtes sur des secteurs relativement concurrentiels. Comment est-ce que vous organisez votre R&D? Oui, donc c'est un marché concurrentiel effectivement et de mon point de vue, c'est une très bonne chose puisque s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché et c'est le plus important quand même quand on lance une entreprise. Donc face à la concurrence, il y a pas de miracle, hein. Je pense que c'est pareil, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde, c'est qu'il faut, essayer d'être là, au moment où le besoin existe, et donc pas trop tôt, mais évidemment pas trop tard, donc il faut être là à peu près en même temps que les concurrents, et si possible un petit peu avant. Heu, donc voilà, on fait comme tout le monde, on essaye de sortir les produits le plus vite possible, mais c'est pas toujours si évident que ça, puisque quand on fait du hardware, les cycles de développement sont un peu peut-être plus longs que dans du logiciel. Ouais. Vous êtes sur des rythmes ça dure combien de temps entre la feuille blanche et le produit disponible chez le user? Suivant la complexité des produits, ça peut disons qu'en général, on dit 18 mois, mais ça peut être plus long quand même, quand ce sont des produits plus complexes, quand, côté mécanique, il y a des gros challenges, ça peut être plus long, oui. Et côté Sigfox? Bah, déjà, je rebondis sur ce que disait Nathalie, les grands classiques, hein, 18 mois, effectivement. Alors, moi, il y a un truc que j'ai appris, c'est que on sait bien calibrer l'industrie hardware. Enfin, quand il y a un produit physique à fabriquer, finalement, il y a des références qui sont sur 2 siècles, j'ai envie de dire. Moi, mon expérience, c'est que un produit moderne, il est souvent ralenti par le logiciel, en fait. C'est-à-dire que c'est souvent le logiciel à la fin qui a des petits problèmes, mais on est peut-être des fois pas allé assez loin dans le test, etc. Puis toujours ce réflexe, même si on s'en défend bien entendu, avec toutes les méthodes connues, etc. Mais inconsciemment, c'est toujours ce principe du bon, c'est du logiciel, donc on pourra corriger. Et des fois, ça joue des tours. Mais bon, en tout cas, les durées qu'évoquait Nathalie sont des grands classiques. Nous, on a une partie innovation sur la partie système qu'il faut maintenir, c'est-à-dire que on est obligé, on doit réfléchir au coup d'après. Hein. En ce moment, on est dans une grande réflexion que je ne vais pas décrire ici, bien sûr, mais on est dans une grande réflexion sur un nouveau segment de marché qu'on veut créer et investir. Et tout ça, ça demande des réflexions. Alors, réflexion système, là en l'occurrence, puisqu'il y a une chaîne complète. Donc, c'est là où nous, on passe quand même pas mal de temps. Il faut maintenir ce momentum. C'est obligatoire de maintenir ce momentum de R&D dans une boîte technique, de toute façon. Hein, c'est ça, on ne peut pas y couper. Hein. Ouais, nous on a un peu la même chose sur la partie, algorithme, donc traitement du signal et traitement de l'image machine learning où, il y a des personnes, qui font, de la recherche sur des algorithmes qui, on espère, iront dans nos produits, mais pas toujours, suivant, ce qu'on arrive à faire au niveau performance, et efficacité de l'algorithme. Donc ces personnes-là, évidemment, sont pas sur, ce cycle, le cycle de 18 mois ou plus, dont je parlais, c'est plus, sur, un produit dont on sait ce qu'on veut mettre dedans, quelque Ouais. part. Et du coup, est-ce que vous pouvez me donner une proportion, plus ou moins, dans vos équipes qui est consacrée à la R&D? Oui, moi L'ordre d'idée, c'est qu'on a à peu près 20% des gens qui font de la R&D. 20% des gens qui font de la R&D, et on essaye d'avoir une espèce de roulement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quelqu'un en fait, je pense que c'est important. Enfin, Nathalie nous dira si elle voit la même chose chez elle, mais c'est important de temps en temps de laisser une ou deux personnes en roue libre parce qu'ils ont bien donné sur un projet. Et si c'est les bonnes personnes, ils vont peut-être trouver des idées, et on va voir si ces idées elles sont applicables ou pas, et éventuellement on les réinjectera dans des projets après. Mais on essaie d'avoir cette espèce de petit roulement où de temps en temps on fiche un peu la paix, si j'ai envie de dire, aux gens, de manière à ce qu'ils soient créatifs. C'est pas facile, mais essayer de maintenir cette espèce de créativité dans l'entreprise, nous, ça nous semble important. Alors nous, c'est un peu différent parce que j je sais le R, le R de R&D, c'est-à-dire la recherche pure,
c'est très peu de personnes. Enfin, sur les algorithmes dont je parlais, c'est moins de 10 personnes sur les 140 que je disais. Et ensuite sur ce qui est plutôt dans la partie développement et donc la plupart des gens, on va dire qu'ils consacrent, 60 de leur temps à faire des produits, 20 à faire de ce qu'on appelle, de la productivité et donc peut-être des sujets, avec moins de pression pour sortir, un produit, mais c'est, finalement, mettre à jour la plateforme technique qui sous-tend qui soutient, les produits. Donc mais on fait et 20 de maintenance. Donc sur cette partie productivité, nous, en fait, on ne fait que ce qui nous semble vraiment utile. Donc c'est pas, il y a très peu d'exploration technique, ce qui n'a pas vocation à rentrer un jour dans un produit quand même. Oui, je pense que ça revient un petit peu au même finalement. Enfin, parce qu'effectivement, nous, dans les 20% que j'ai décrits, il n'y a pas 20% de gens qui font du R, hein, bien sûr, il y a beaucoup de développement. Simplement, on essaie. Alors, je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont souvent plus consacrés au R qu'au D. Bon, mais ça dépend aussi des sensibilités des personnes. Mais on essaie d'avoir ces espèces de roulements quand même. Il y a des gens qui peuvent avoir passé un certain temps dans du développement et qui, à un moment donné, on va on va les laisser pendant 2 mois sur un sujet un petit peu plus R, on va dire. Mmh. En revanche, oui, là où je suis d'accord, c'est que, alterner, les projets où il y a une deadline parce qu'il faut absolument sortir le produit, justement, comme on disait peut-être avant la concurrence, enfin c'est quand on peut et alterner avec des sujets plus, de fond pour, réduire la dette technique, pour, utiliser un nouvel outil, pour, détecter, je sais pas, des vulnérabilités ou automatiser des tests, des sujets plus de plateforme, on va dire. Hem, Ça permet d'alterner un peu les rythmes, quoi. Mmh. Et tiens, c'est intéressant, ce que vous dites là tous les 2 de cette espèce de roulement un peu, voilà, à un moment on est sur un projet pendant quelques mois, ensuite on s'aère en essayant d'être, dans de la prospective et puis après on rechange et cetera. Et ça m'amène à une autre question, c'est, de quel profil sont constituées vos équipes? Nous, alors ils ont pas forcément un diplôme d'ingénieur, mais disons qu'en général, c'est souvent bac+5, mais pas que. Il y a des développeurs, qui ont, qui sont soit autodidactes, soit qui ont, un bac, +3 et cetera. Voilà, donc mais la majorité, oui, ce sont des ingénieurs et dans l'équipe, qui fait du traitement, machine learning et du traitement du signal, il y a aussi des docteurs, des PhD. Oui, on est, c'est un classique, hein, je dirais, c'est un classique, hein. Effectivement, c'est à peu près la même chose sur Sigfox. C'est majoritairement des ingénieurs. On a quelques personnes qui peuvent, effectivement, je pense à quelques personnes qui sont autodidactes ou qui ont fait plutôt des études courtes, mais qui sont très, très passionnés, et évidemment quelques PhD, sur certains sujets, bien sûr. Et comment on fait pour, faire travailler des gens, vraiment, je dirais ingénieurs hard sur du hardware et d'autres qui font, du soft et des algos? Comment ça bosse ensemble? Est-ce qu'ils sont radicalement différents ou en fait pas du tout et c'est très simple? Comment tu as organisé ça, Nathalie? Puis je poserai la même question à Christophe. Alors chez nous, ça se passe très, très bien. Les électroniciens, les mécaniciens sont quelque part agiles aussi à leur manière ils font pas autant d'itérations évidemment que sur le logiciel pour aboutir à la version finale, mais ils ont quand même cette habitude il y a la phase de prototype, la phase, d'engineering sample, la phase de pré-prod et cetera et hem et à chaque fois donc c'est des itérations évidemment plus longues et plus coûteuses, hein, parce que quand on fait, des engineering samples, on en fabrique plusieurs pour être sûr que que c'est répétable, et donc à chaque fois, il y a une bonne synchronisation avec l'équipe logicielle embarquée pour que l'équipe logicielle embarquée puisse aider, l'équipe, hardware à valider son sa version de carte électronique. Puis, donc il y a des points de rencontre quelque part où il faut que les 2 équipes se rencontrent et c'est vrai que là, l'équipe logicielle embarquée, elle est un peu entre les 2 parce qu'elle doit d'un côté aider l'équipe hardware à valider, la plateforme, physique et de l'autre, elle travaille avec les équipes, back-end, et applications pour,
faire les fonctions logicielles du produit dans un cycle plutôt itératif. Alors déjà, moi, je tiens à préciser en réalité, beaucoup de gens qui font du hardware, qui ont plutôt la fibre hardware, savent aussi coder. Alors c'est pas des spécialistes du logiciel. C'est vrai que des spécialistes du logiciel embarqué, parce qu'ils y ont passé plus de temps, bah, ils sont plus adroits, ils sont plus rapides, etc. Ça, c'est une chose. En tout cas, c'est plus cette époque où il y avait des gens qui ne faisaient que du hardware et dès qu'il y avait une ligne de code à faire, il fallait qu'ils fassent appel à quelqu'un. Moi, ce que j'essaie d'appliquer, ce que j'ai essayé d'insuffler dans Sigfox, c'est ce que j'ai appris de deux grands maîtres, on va dire. Pierre Faure, l'ancien patron de Sagem, et puis Guy Roine, qui était patron des entités télécom. C'est cette notion de plateau, en fait. C'est-à-dire que le plus possible, c'est pas toujours facile, hein, pour X raisons, mais d'essayer, dès qu'il y a un projet qui est bien identifié, on sait que ce projet est important de le faire, de dire, ben, on prend une ressource hardware, on prend une ressource software bas niveau, on prend une ressource software haut niveau, on prend un mécanicien, on a peu de mécaniciens, mais on en a quand même un petit peu, puisqu'il y a quelques produits quand même sur lesquels il y a notamment les produits qui sont dehors, en fait, hein, on va avoir quelques caractéristiques, etc., etc. Et on essaie de mettre ces gens ensemble, en fait. On essaie de les mettre ensemble sous la responsabilité d'un chef de projet. Donc, essayer de les isoler, en fait, des métiers. Alors, c'est pas simple, hein, je suis pas en train de dire que ça se fait, la partition est écrite et il y a plus qu'à la jouer. Mais c'est ce qu'on essaie quand même de faire sur un certain nombre de projets. Alors j'aime bien ce que tu dis sur la partition à jouer parce que c'est exactement l'image que j'utilise chez nous en parlant de chef d'orchestre. Nous on travaille, en fait mon équipe travaille avec des product managers R&D qui sont à côté, c'est une équipe qui est à côté de moi et ce sont de vrais chefs d'orchestre. Donc à la fois ils vont définir, traduire le besoin, quel produit on veut faire et comment ça doit se traduire en termes de fonctionnalité. Et il va aussi être le chef de projet du nouveau produit à développer. Et il va aller piocher exactement comme ce que tu viens de décrire. Il va aller piocher dans les équipes techniques les personnes dont il a besoin pour son projet. Ils vont essayer de s'isoler, je vais dire, parce que sur le papier, il voudrait s'isoler, mais c'est pas si simple quand même. Donc, pour faire son produit et essayer se coordonner du mieux possible entre les différents métiers. Et quelque part, quand on fait la partie, ce que j'appelais productivité ou disons, amélioration de la stack technologique, du produit, hem, cette partie-là est plus faite directement dans les équipes, techniques. Mais bon, c'est vrai que je dis essayer parce que justement, du fait que la maintenance, c'est quelque chose qui peut survenir à n'importe quel moment et que à ce moment-là, quand il y a un problème à corriger, et que c'est, urgent, il faut trouver quelqu'un qui, en général, est déjà, pris sur un produit. Donc, on le préempte un peu, quelques jours ou parfois malheureusement quelques semaines pour, corriger, un problème, qu'il est le meilleur pour le traiter parce que c'est peut-être lui qui avait fait ce développement à la base et voilà. Et donc ça c'est vrai que c'est un peu compliqué de jongler entre les deux, quoi. Il y a toujours ces compromis, hein, de toute façon, effectivement, au niveau organisation, il y a toujours ces compromis à trouver entre l'organisation métier et l'organisation projet. Mmh. C'est la vie, j'ai envie de dire. Ouais, c'est assez classique, ouais. J'ai une dernière question pour conclure ce podcast et merci beaucoup à vous deux de nous avoir accompagnés. C'est pour prendre un peu de recul, c'est quoi vos inspirations pour progresser, pour vous projeter sur le long terme dans cette industrie? Si je peux me permettre, moi j'aime bien en fait regarder un peu l'histoire de l'industrie. Moi je suis pas seulement un ingénieur, je suis aussi finalement un historien. J'aime bien ça, c'est une passion. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a souvent des cycles. Il y a des cycles et on voit les apothéoses, mais on a tendance à oublier ce qui a amené à l'apothéose. J'ai envie de dire la bulle Internet en 2000. On peut y mettre la téléphonie cellulaire avec, hein, cette espèce d'apothéose là, de trucs qui explosent. On se rend compte tout d'un coup qu'un Google peut créer un empire. En réalité, on oublie que cet empire, il s'est assis sur un énorme cycle de création de valeurs physiques, de recherche fondamentale, d'affinage de ce qu'on appelle la télécom. Bon, tout ça, ça a duré un siècle et même plus. Et ces cycles, en fait, je pense qu'ils se reproduisent en permanence.
Et moi, aujourd'hui, j'essaie de regarder quels sont les coups d'après, indépendamment des religions, entre guillemets, hardware versus software, versus cloud, versus pas cloud, peu importe, j'ai envie de dire. Ça, c'est des choses qui existent aujourd'hui, qui sont présentes sur la scène. Et c'est quoi le coup d'après? Et moi, je m'intéresse beaucoup à la résurgence un peu du physique. Je sais pas, avec les nanotechnologies, avec la nouvelle manière d'aborder la chimie, par exemple, ou l'électronique, tout simplement, parce que l'électronique aussi, on va vers des électroniques de plus en plus petites en termes d'intégration, où on voit des propriétés semi-conducteurs qui sont on est en train de rencontrer les limites de la physique. Et je me dis que il faut toujours regarder ça parce que il y a des choses qui vont sortir de ça. De même que peut-être les investissements chez les Google, justement, c'est intéressant de regarder qu'ils consacrent beaucoup d'argent sur des choses qui sont très physiques. Alors, évidemment, le digital, il est là, et j'ai presque envie de dire, l'électricité, ça a été inventé il y a 200 ans, elle est toujours là, bien entendu. Donc les choses restent, mais il y a toujours des cycles comme ça, des choses qui réapparaissent, qui se réinventent et puis qui repartent, etc., etc. Moi, c'est quelque chose que je regarde. Et toi, Nathalie? J'ai pas vraiment réfléchi à cette question. Je trouve ça très intéressant ce que dit Christophe, surtout que lui et moi, on a connu la bulle Internet. Moi aussi. Donc c'est intéressant, je trouve, effectivement, de comparer ce qui se passe sur les objets connectés avec ce qui a pu se passer dans les télécoms et le fait que c'est beaucoup de petits pas qui mènent à une grande histoire. Oui, tout à fait. Oui, puis une chose est sûre, c'est que la personne qui a dit l'électricité, ça servira à rien il y a 200 ans, il doit pouvoir se retourner dans sa tombe sans doute. fois. Ça, c'est une techno qui nous a bien aidés tous et toutes, et en effet. Eh bien, ça sera la conclusion de ce podcast. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks sur le site tech.rocks ou sur les réseaux sociaux. Ils sont précieux, on en tient compte, on essaie d'en tirer compte quand c'est possible. Une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite, c'est la meilleure bonne action que vous pourrez faire aujourd'hui, promis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette saison 3 de nos podcasts. Et merci beaucoup Nathalie Lamy, merci Christophe Fortet de nous avoir accompagnés. Au revoir. Merci, au revoir.